Rentrée scolaire 2022-2023, l'école à l'épreuve de la performance. Depuis quelques années au Cameroun, selon le classement de l'Office du baccalauréat, les établissements privés sont en tête du classement au détriment de ceux du public. Seuls quelques-uns réussissent à sortir à la tête de l'eau. Une situation qui nous conduit à la problématique du débrief de l'actualité de ce jour sur Canal 2 International. Établissement scolaire, comment améliorer les performances, surtout quand nous sommes dans le public. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Canal 2 International, toujours plus près de vous. Nous sommes en direct sur nos différentes pages, Facebook, YouTube, TikTok. Il vous suffit tout simplement de taper Canal 2 International. Le panel est déjà bien représenté sur ce plateau avec une légère modification, contrairement à l'affiche annoncée sur notre page. On a donc pour évoquer cette problématique des établissements publics, comment améliorer les performances. Maurice Diongo, expert en approche par compétence. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lille. Comment vous allez? Ah, ça va. La rentrée a bien démarré, tout se passe bien. Je vais comme ça demander un coucou pour la famille Pomme ça qui ont perdu un enfant aux États-Unis. Donc ça arrive. D'accord. Courage à vous. Alors, notre invité sur ce plateau, il nous vient de Konsamba. Il a fait le déplacement uniquement pour Canal 2 International pour participer au débrief de l'actualité. Konsamba, c'est dans le département du Mungo, région du littoral. Victor Kala, instituteur principal de l'enseignement de base, aujourd'hui à la retraite. Bonsoir et bienvenue sur Canal 2 International. Merci madame de me recevoir sur votre charmant plateau. Comment va Konsamba? Assez bien. Le voyage a été? Très bien. D'accord. Avec vous, il y a une nouvelle vision parentale pour l'éducation que porte le CNIP. Oui. Il s'agit de quoi concrètement? La nouvelle vision parentale, c'est une approche parentale qui voudrait que les parents s'impliquent dans le système éducatif et qui gèrent leurs affaires associatives, et que les éducateurs puissent aussi s'occuper rien que de leur pédagogie. Donc, elle développe donc le droit à l'éducation de l'enfant, l'accès à l'éducation de l'enfant, tel que prôné par, n'est-ce pas, notre système éducatif, dont la loi d'orientation à l'éducation. Il faut dire que depuis que vous êtes à la retraite, c'est votre leitmotiv depuis, oui. Vous travaillez là-dessus avec le CNIP. Je suis maintenant très libre parce que nous avons mis sur pied une initiative baptisée l'école publique moins chère et efficace au Cameroun. C'est super et c'est pour ça que vous êtes sur ce plateau. Aujourd'hui, un autre invité sur notre plateau, Cissé Bamanga, l'homme de la dernière minute, comme j'aime le dire, homme politique du FSNC. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir Aline. Et, écoutez, le FSNC est très heureux, notamment Douala 2e aussi, ma commune, de participer à Canal 2 qui est désormais notre maison. Vous dites l'homme de la dernière minute, vous savez que, comme je vous ai dit, nous on ne dit jamais non. Quand il faut construire, quand il faut édifier les Camerounais. Je profite comme ça pour saluer tous les parents qui nous regardent ce soir, qui continuent à faire les efforts pour envoyer les enfants à l'école. Parce que, pour vous dire la vérité, comme on dit dans les quartiers, c'est difficile, c'est dur. Mais, Inch'Allah, comme on dit chez nous, les parents trouvent la force et ils vont continuer à mettre les choses en place pour que leur progéniture, et surtout les Camerounais de demain, parce que là on parle des Camerounais de demain, ceux qui vont remplacer, ceux qui vont construire ce pays,
on parle d'eux et l'État a fait pour eux, à nous les parents de faire pour nous. Merci d'avoir accepté cette invitation au pied levé, puisque sur ce plateau, Eugène Gahan a été annoncé malheureusement un empêchement de dernière minute. C'est un professeur de lycée, il ne sera pas là, vous comprenez, avec l'actualité de la rentrée, les contraintes, les réunions. Il ne sera pas avec nous sur ce plateau aujourd'hui, ce sera certainement pour une prochaine fois. Alors Victor, je commence par vous. Au Cameroun, on est à plus de 1382 lycées et collèges confondus, mais on se rend compte que ces dernières années, ce sont les établissements privés qui prennent un tout petit peu le dessus sur le public. Ça peut s'expliquer, selon vous? Ça peut s'expliquer. La réalité de la vie quotidienne en milieu scolaire le prouve. Les débrayages, le mécontentement des enseignants qui revendiquent leurs droits. Et ça a dû porter un coup n'est-ce pas, au processus de formation et d'éducation de nos enfants. Donc, certains parents nantis préfèrent envoyer leurs enfants à l'école dans les établissements privés où les enseignements sont dispensés de manière continue. Donc, vous comprenez donc qu'au moment des résultats, il y a des conséquences. On n'a pas enseigné dans les établissements scolaires publics, mais on a enseigné de manière continue dans les établissements privés, dont les résultats ne peuvent qu'être ascendants. D'accord. Oui. Mais Maurice, avant le mouvement OTS et autres problèmes relevés par les enseignants, il y a que, par exemple, le collège Xavier Vogt est toujours là, le collège Liberman toujours en tête, le collège catholique Jean Tabi toujours en tête, parmi les 100 premiers. Et ça fait des années que ça dure. Oui, ça fait des années, depuis 90 que ça a repris. Il faut déjà comprendre que le temps qu'on a perdu, c'est celui de... En 2010, quand on lançait l'approche par compétences, on a lancé ce qu'on appelle la communauté éducative. C'est-à-dire le lycée n'était plus placé... Prenez votre micro, s'il vous plaît. Le lycée n'était plus placé centré sur l'administration, mais sur tout un ensemble de corps. Quand on dit la communauté éducative, c'est le parent, c'est le lycée, c'est l'APE, pas l'APE, les collectivités décentralisées. Et tout autour de cette école, il y a eu un arsenal de textes créés. Il y a eu par exemple la décentralisation. Dans cette décentralisation, les communes d'arrondissement prenaient en charge tous les lycées. Il y a eu un projet PASECA qui fixait comment les choses devaient marcher. Il y a eu ce qu'on appelait l'impôt libératoire que les communes devaient collecter. Et sur cet impôt libératoire, il y avait une rubrique qui concernait l'éducation. Seulement, de 1996 à 2026, le président de la République a mis tout ce temps pour nommer un ministre de la décentralisation. Donc voilà d'où vient le problème. Tout ce problème d'OTS qu'on regarde, ce problème aurait pu être amoindri si les mairies avaient pris la gestion des lycées. Pour la petite histoire, la loi sur PASECA qui est sortie, on disait que c'est le maire qui nommait le président du conseil de gestion des lycées. Seulement en cours de route, lorsque le EDF a gagné beaucoup de mairies ici à Douala. Mais ça en quoi? Est-ce que ça a un lien avec le classement dont on parle, avec le fait que les établissements privés se retrouvent en tête aujourd'hui? On parle des salles de classe, à l'intérieur des salles de classe, les cours qui sont dispensés. OTS, nous étions ici en mars, il y avait la grève toute l'année. Je vous ai posé la question avant OTS, oui. Avant qu'on ait ce mouvement-là. Il y a toujours que la situation était pareille, excepté aujourd'hui le lycée de Bepanda qui se retrouve en tête pour ce qui est de l'enseignement général, mais ce qu'on a constaté depuis de nombreuses années, c'est que les collèges privés occupent la tête du classement. Ne regardez pas où vous êtes tombé, il faut regarder d'où est commencé le problème. Le commencement a commencé en 2010, je vous explique. C'est-à-dire que ces problèmes de TS, ils ont trop souffert. C'est-à-dire qu'ils en ont ras le bol. Nous avons fait des séminaires d'inspection. Ne faites pas un séminaire dans un lycée.
Ça ne marchera jamais. Les gars vont venir vous insulter parce qu'ils attendent les moyens. On est obligé d'aller les faire dans le collège privé. En ce temps-là, le plus souvent, on les paye quoi? 2 000 francs, 3 000 francs par jour pour qu'ils viennent au séminaire. J'ai souvent organisé dans les collèges privés où les chefs d'établissement payaient, donnaient à manger à midi. Est-ce qu'on demande trop? Bon, maintenant, il faut comprendre, un problème qui dure de 2010, 12 ans, ne peut plus être un problème des chefs d'établissement ou bien des lycées. C'est un problème politique. C'est un problème politique qui remonte plus haut. D'accord. Bon, maintenant, si on peut regarder à cette partie politique, regarder ce qui se passe aussi, il faut comprendre que les effectifs dans les lycées, quand vous prenez 120, 130, comme nous voyons dans certains lycées, ça ne peut pas marcher. Le déploiement du personnel sur le terrain. Alors, vous trouvez dans les lycées, les gars ont de 14 heures, 12 heures, 6 heures, ainsi de suite. Pendant ce temps, en périphérie, il n'y a pas d'enseignants. Et tout le monde se bat à Yaoundé pour être affecté dans les grandes villes. Bon, peut-être que ces derniers temps, nous n'avons pas de réseau, mais il y avait une salle où on t'affecte, tu allais déposer l'argent, on te ramenait tout ceci. Donc, quand on dit que c'est politique, il faut comprendre que la communauté éducative est interpellée. D'accord. On va rentrer plutôt dans les salles de classe. Le volet politique sera abordé peut-être une autre fois. Pour rester de façon concrète sur le terrain, il y a une problématique. Les établissements privés disposent de meilleurs enseignants. Les établissements publics sont à la traîne au classement selon l'office du baccalauréat. Vous comprenez cette problématique-là? Mais écoutez, Lynn, c'est si simple de comprendre. Ceux qui nous regardent à la maison le savent très bien que les encadrements, les protections ou alors même les cours dispensés sont plus de qualité dans le secteur privé que dans le secteur public. C'est simple. Vous-même en tant qu'être humain, vous vous sentez à l'aise là où on vous encadre. Permettez-moi de prendre ce petit exemple. Si vous avez par exemple 2 chéris, je le prends comme ça, Jean et Paul qui vous aiment, mais si Paul vous encadre très bien, vous arrivez, vous donne du bon poulet avec de la mayonnaise, du coca, et de l'autre côté, quand vous arrivez, il passe le temps à vous dire, chérie, tu es belle, tu es très bien coiffée, il n'arrive même pas à prendre soin de toi, mais c'est normal que tu te donnes chez X et tu ne te donnes pas chez Y. Aujourd'hui, le problème, il est là. Nous, les politiques, nous disons qu'il faut une réforme, notamment dans le secteur d'éducation. Parce que, regardez sur le monde, nous sommes dans un pays, combien de ministères? On est à 4, on peut ajouter 5. Si on met mon président national, 5 ministères qui gèrent l'éducation. Il y a un gros problème. Si il faut rester seulement dans les salles de classe, comme vous dites. Je vous ai dit que le problème est connu. Les enseignants, aujourd'hui, ils en ont marre. On les donne des salaires misérables dans le public. Combien, aujourd'hui, sont formés? L'État forme aujourd'hui, mais l'État n'arrive plus à employer. Il faut dire la vérité aux Camerounais et dans différents secteurs. Il n'y a pas que chez les enseignants. Rappelez-vous bien, on a parlé sur ce plateau et ailleurs, je l'ai mentionné. Et pas plus tard que ça fait pas 2 mois, il y a eu des corps de médecine, il faut les appeler comme ça, qui sont sortis. Le ministre, Manaouda, peut-être qu'il nous regarde ce soir, je le passe un bonsoir, a demandé à prendre ces personnes en charge, mais l'État a dit non. Mais il y a un gros problème. Le problème, il est là. Tant qu'on ne va pas réformer, tant qu'on ne va pas restructurer, tant qu'on ne va pas comprendre que le cœur du problème, le voici, il faut le résoudre, on va continuer à aller plus bas que terre. J'ai envie de vous dire que, regardez aujourd'hui nos écoles qui ont été un don des Japonais, le pays voisin. Oui. Depuis qu'on a passé une couche de peinture là-bas, on n'est plus jamais, je vous dis, jamais passé pour remettre une deuxième. Mais voilà quelque chose, on n'arrive pas à donner les salles de classe, on nous donne des salles de classe et on n'arrive pas à entretenir. Donc ça démontre que l'enseignant aujourd'hui, qui a aussi faim comme nous tous, qui a besoin d'argent comme le charpentier, comme l'informaticien, comme d'autres employés, qui a une famille, qui a besoin de faire une carrière,
il est obligé d'aller chez la personne ou chez l'employeur qui l'encadre le plus bien pour qu'il mette aussi sa famille à l'aise, pour que chez lui, il puisse aussi avoir un bon plat autour d'une belle famille qui donne la force. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il faut dire à ceux qui nous regardent que moi, avant d'arriver ici, il y a des choses qui me dérangent, puisqu'on parle de l'éducation. Voyez-vous, la rentrée était hier. Mais comment comprendre que dans des grands carrefours de la ville de Douala, c'est le moment de la rentrée, en pleine saison de pluie, qu'on choisit de lancer les grands chantiers. Non, là, vous abordez... Non, si c'est, vous abordez un autre débat. Vous abordez un débat. On va vous inviter pour venir faire ce débat-là. Pour le moment, on est dans... Non, s'il vous plaît. Pour le moment, non, s'il vous plaît. On reviendra sur cette thématique-là dans un autre débat. Sinon, là, il s'agit de la compétence pour... Non, ce n'est pas des problèmes. On a circonscrit la thématique établissement public. Comment améliorer les performances dans les établissements publics. La thématique était très claire. Pour améliorer les problèmes, rapidement, comme je l'ai dit, il faut des grandes réformes, des grandes lignes, et pas seulement dans le secteur de l'enseignement, dans presque tous les chantiers, dans tous les secteurs, dans notre pays, le Cameroun. C'est compris. Alors, Victor, vous qui étiez inspecteur à une époque, quelle était la tendance sur le terrain avec les parents, c'est-à-dire que le choix du public, du privé, quels étaient les arguments à votre époque? Je préfère d'abord planter le décor, parce que le thème c'est établissement scolaire public. Oui. Comment améliorer la performance. Mais entendre sur le plateau, c'est comme si le débat est centré sur les enseignements secondaires. Pas du tout. Donc, définissons d'abord ce qu'on entend par établissement scolaire public. Voilà. Les établissements scolaires publics, selon le décret numéro 2001/041, n'est-ce pas, du 19 février 2001, organisant les établissements et fixant les attributions des responsables de l'éducation. Les établissements scolaires, ce sont des établissements créés par l'État et les collectivités territoriales décentralisées. Donc, parmi ces établissements scolaires, on comprend les établissements scolaires maternels et primaires, les établissements secondaires, les établissements post-primaires et les établissements normaux. Dans les établissements maternels et primaires, nous rencontrons ça comprend les écoles primaires et maternelles. Oui. Dans les établissements d'enseignement secondaire, on voit des collèges et lycées d'enseignement général et lycées et collèges d'enseignement technique. Dans les écoles normales, on voit l'école normale des instituteurs généraux de l'enseignement général et de l'enseignement technique. Les autres collèges municipaux, c'est géré par des textes particuliers. Alors, ces établissements scolaires ont une mission. Ces établissements scolaires ont une mission. Parmi ces missions, c'est de former l'enfant et l'adolescent, n'est-ce pas, en vue de son épanouissement intellectuel, physique, moral et social. C'est de développer les capacités intellectuelles de l'enfant, de développer la personnalité et leur préparer à assumer, n'est-ce pas, leur citoyenneté, faciliter leur intégration dans la vie sociale et professionnelle. Alors, vous voyez, ces missions sont donc encadrées par la loi, par une loi d'orientation de 1998, n'est-ce pas, qui encadre, n'est-ce pas, les enseignements, les établissements scolaires, ce qu'on appelle donc le système éducatif. La problématique ici, c'est de savoir est-ce que le système éducatif camerounais est performant? Qui est mis en place là. En d'autres termes, est-ce que les établissements scolaires suscités atteignent les objectifs escomptés, attendus par le système éducatif mis en place? Justement, c'est pour ça que je vous ai posé la question. On regarde donc des résultats de l'office, du classement de l'office. On se rend compte que ces missions que vous avez citées là n'ont malheureusement pas été respectées au point où ces établissements scolaires publics se retrouvent à la traîne. Voilà. Ce que nous avons constaté depuis un certain moment, c'est que les résultats qu'on nous brandit
chatouent les parents d'élèves. Oui, mon enfant a réussi, mais on constate au fur et à mesure que le temps passe que nos lauréats, n'est-ce pas, ont un niveau un peu bas. Ouais. Ce qui fait que vraiment, avec les expériences que nous voyons, le mécontentement des enseignants, et ainsi de suite, certains parents nantis préfèrent envoyer leurs enfants dans des établissements privés qui coûtent excessivement cher. Bon, ils préfèrent la bonne éducation de leurs enfants. Voilà. Donc, si ces établissements scolaires produisent des meilleurs résultats, c'est parce qu'il y a la rétention des enfants à l'école. Quand on dit rétention des enfants, ça veut dire qu'on ne chasse pas les enfants. Les enfants sont dans les salles de classe, ils suivent les cours en présence des enseignants et des encadreurs qui les suivent. Et les résultats suivent. Alors que dans les établissements publics, on observe des grinchements, parce qu'on est à l'école publique, on pense qu'on peut... Il y a laisser aller. Il y a du laisser aller. Voilà. Bon, il y a donc un petit relâchement dans la discipline, dans le suivi des enseignants du public. D'accord. Voilà. Alors, on a vu également le constat qui a été fait, Maurice, c'est que c'est des établissements publics, mais confessionnels, qui se retrouvent à la tête. Vous avez, par exemple, avec un 100% pour ce qui est du classement, le collège catholique Jean Tabi, avec 100% du côté de Yaoundé. Vous avez le collège François-Xavier Vogt, avec pratiquement 99,75%. Vous avez le collège Liberman ici à Douala, avec 98,21%. Le collège catholique bilingue Saint-Benoît de Yaoundé, 97,98%. Le collège Jésus-Marie de Simbok, vous comprenez qu'on est dans le privé confessionnel. Ouais. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière un tel succès, une telle performance? C'est la sélection, c'est-à-dire qu'ils font l'éducation sélective. Ils prennent des enfants qui ont un certain niveau, un niveau de rétention qui peut bien suivre. Ce n'est pas la même chose dans les autres établissements. Je ne pense pas que si on donne... si on demande à Liberman de prendre aussi 100 élèves et de ne pas chasser comme ils chassent, et ils vont faire ce résultat. Donc, en fin d'année, quand les enfants ne passent pas, on les chasse. Ce qui fait qu'ils font plutôt la formation des enfants qui ne sont pas en situation scolaire difficile. Donc, généralement, il faudra que le ministère, en sortant ces résultats, fasse un établissement qui a 6 000 élèves. Et celui qui a 200 élèves, vous ne pouvez pas le faire mettre dans un même classement. Ça, c'est Pareto. Donc, il faut pouvoir les trier pour qu'on regarde de telle façon qu'on compare les établissements entre eux. Deuxièmement, le problème qu'il y a aussi, c'est que les missionnaires ont, comme il le dit, ils forment beaucoup plus l'enfant sur les attitudes, la discipline. Voilà. Moi, particulièrement, je ne peux pas envoyer mes enfants dans cet établissement. Parce qu'il faut apprendre les enfants à affronter aux difficultés. Et depuis notre temps, on s'est rendu compte que ces enfants qui allaient dans les écoles missionnaires, il ne faut pas le mettre en fac. Il va échouer. Donc, et ces choses-là, on classe pour regarder. D'accord. Bon, maintenant, par contre, j'aurais bien voulu dire quelque chose pour le Nord. Parce que le Nord Cameroun a toujours une spécificité par rapport aussi. Ils sont très éloignés. Et le même problème au Nord revient avec l'école normale de Marois. C'est-à-dire l'école normale de Marois, à un certain moment, beaucoup des enseignants du Sud, compte tenu de la grève, ont refusé d'enseigner au Nord. Il y a eu un manque d'enseignants au Nord. Ce qu'on a fait, on a cru qu'on pouvait prendre les enfants du Nord, les former. On les a mis à l'école normale de Marois. La façon de les recruter a fait que la formation n'était pas bonne. Et comme eux-mêmes, ils avaient déjà des lacunes en quittant la classe, on les a rejetés. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que les années passent, ils reproduisent les schèmes qu'ils avaient faits. D'accord. Il faudra que la communauté éducative du Nord prenne compte de ça. Et quand on dit les régions qui votent un budget pour faire venir des enseignants, il y a deux façons de faire venir des enseignants au Nord pour relancer le niveau, ou bien envoyer tous ces enseignants du Nord au Sud
qui s'affrontent même dans les établissements privés où il y a une discipline de force pour lancer le niveau au nord. D'accord. Je vais encore dire quelque chose pour les inspecteurs. Vous voulez qu'on entre dans les classes? Je vais entrer dans la classe. En 2010, les inspecteurs qui doivent contrôler les enseignants avaient aux alentours de 600 000 francs de frais de déplacement. En 2010, ça passait à 30 000, 15 000. Aujourd'hui, c'est 60 000. Ce qui fait que les inspecteurs ne descendent pas souvent sur le terrain. Et les enseignants sont laissés à eux-mêmes. Chacun fait ce qu'il veut. Deuxième des choses, on les enseigne la PPO, même l'école de savoir dans les écoles normales. Et ils arrivent sur le terrain, ils trouvent la PC. Alors, il y a une qui me disait que, non, tant que l'État ne vient pas le former sur la PC, elle va attendre, elle va enseigner ce qu'on lui a appris à l'école jusqu'au jour où on va venir, ce qui ne peut pas faire un effort pour apprendre. Donc, quand vous voulez en classe, et chaque fois, quand on remonte, ça sera politique. D'accord, on vous comprend. Alors, Cissé, il y a un tableau qui a été peint ici, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes effectifs dans les salles des classes en fonction de là où on se trouve. Il y a le niveau très bas des enseignants, on regarde les difficultés. On a évoqué le Nord avec la problématique des enseignants qui reproduisent les mêmes fautes pour des jeunes mal formés, au point où on se retrouve avec ce niveau de performance des enfants à un niveau lamentable aujourd'hui. Comment est-ce qu'avec une rentrée scolaire qui a démarré hier, on ne peut pas s'adapter, trouver une autre politique au niveau du système public pour permettre aussi qu'on soit un peu au niveau de ceux qui sont au privé, puisqu'il y a un confort, il y a un nombre réduit dans les salles de classe, les professeurs sont formés, les inspecteurs sont là, c'est vraiment strict là-bas. Pourquoi ne pas adopter ce qui marche ailleurs, chez le voisin? Écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est là, on a l'impression c'est la mauvaise foi. Moi, je dis ça tous les jours. Quand vous prenez par exemple les régions septentrionales, ce qui se passait à l'époque de l'ancien président de la République, vous retrouvez qu'un monsieur qui est du sud, on l'affecte à Kousséri, il est content d'aller. Un monsieur qui est à Kousséri, on l'affecte à Konsamba, il est content d'aller. Il est content d'aller là-bas. Moi, je retrouve plusieurs parents qui parlent Fulbe. Je dis, mais comment tu parles Fulbe? Il me dit, non, j'étais enseignant à Kaélé, j'étais enseignant à Bogo, j'étais enseignant à XY. Il n'y en a plus. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, comme l'a dit le panéliste d'en face, c'est que tout a été politisé, notamment dans les régions septentrionales. Je reste là-bas parce que ce sont les régions qui me concernent. Qui vous touchent particulièrement. Et qui me touchent. Je vous dis que l'État central, ceux qui sont aux affaires, notamment ceux qui sont même aux affaires sur l'éducation, ils sont là. Ils s'attardent à ce que l'ignorance et le manque d'éducation persistent. Parce que c'est quand il y a ces deux choses-là qu'on peut manipuler, c'est quand il y a ces deux choses-là qu'on peut torpiller et faire des chantages à X ou Y. Comment comprendre? Regardez par exemple les derniers mouvements qu'il y a eu de Madame la ministre de l'Enseignement secondaire. Mais nous, on a décrié cela. Moi, je fais partie de ceux qui ont décrié cela sur les réseaux sociaux, sur la toile. Comment comprendre que dans certaines localités, il y a 100 personnes qui bougent et les 100 personnes sont remplacées seulement par 3 personnes. Et dans les 3 personnes, vous verrez peut-être que c'est une seule personne qui réussit à venir là-bas. Pourquoi? Parce que quand on vous affecte dans un coin du Cameroun retiré, qui n'est pas développé parce que le pouvoir central, parce que Yaoundé a refusé de développer aussi là-bas, mais on vous affecte, on ne vous donne pas l'encadrement qu'il faut. Vous, monsieur qui sortez de Konsamba, on vous prend un matin sur une autre, on vous dit vous allez aller enseigner à Kousséri, sans rien vous dire. Vous êtes à Konsamba, vous touchez 50 000. On ne vous donne pas des conditions, la maison, rien. Mais c'est normal que vous n'allez pas. Voilà pourquoi nous demandons, voilà pourquoi lors de ma première prise de parole, je vous ai dit qu'il faut une réforme sérieuse, profonde, notamment dans plusieurs secteurs, pas seulement dans le secteur de l'enseignement. Aujourd'hui, on parle de l'enseignement. Je vous ai démontré tout à l'heure, lors de ma première prise de parole, que voilà, les Japonais nous ont donné don d'école. Même à entretenir cette école-là, on n'arrive pas. Aujourd'hui, allez dans les écoles primaires d'État. C'est là où vous retrouvez mes amis qui jouent le fafap.
C'est là où vous retrouvez les amis qui partagent le butin quand ils ont arraché un sac dans une rue. Il n'y a rien, il n'y a même pas de sécurité, c'est comme un cimetière public. Non, nous sommes là aujourd'hui ce soir pour dire que l'État du Cameroun, les gouvernants, ceux qui sont aux affaires, notamment le ministre de la Communication, M. René Sardy, j'ai apprécié sa sortie qu'il a fait une semaine avant la rentrée, autour de ses confrères ministres, disant que l'État est en train de tout faire pour que cette rentrée soit une réussite. Merci Dieu, la rentrée est une réussite aujourd'hui parce qu'on a vu que même en zone de crise, moi j'ai pas envie d'appeler ça en zone de guerre, je salue notamment ceux qui nous regardent de ce côté-là, c'est-à-dire le côté du Nozo, il y a eu reprise de cours. Mais maintenant, comment maintenir cette reprise de cours-là? Dans certains départements, pas toutes les, pas tous les départements. L'État a quand même fait les efforts. Moi, on ne refuse pas, mais je dis qu'il reste encore un travail énorme à faire sur le terrain. Moi, je suis très critique envers eux, mais je salue le déploiement qu'il y a eu là-bas, et même notamment dans les grandes villes Douala, Yaoundé, hier lundi, dans les grands carrefours, il y avait les forces de l'ordre qui étaient là pour s'assurer à ce que les choses avancent. Mais pour rester dans le sujet, ce que j'ai envie de dire, c'est que tant que l'État du Cameroun, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, n'acceptent pas, ne comprennent pas que tout le monde doit aussi boire le pétros comme eux, tout le monde doit aussi aller au palais de justice en veste avec le champagne. Tout le monde peut aussi aller voler l'argent, être libéré. Après, on le reçoit dans un palais. Vous faites déjà un peu de la diversion là-bas. Tant qu'ils ne comprennent pas que c'est une affaire de tout le monde, on aura de gros soucis. Je vous prie de ne pas faire de la diversion. Dans ce pays, c'est qu'il y a nous, c'est-à-dire ceux qui sont à Yaoundé, et il y a les autres. C'est ça que nous déplorons, c'est ça que nous dénonçons tous les jours, et nous espérons que les choses vont avancer et les choses vont changer. Victor Kala, il y a sur le terrain que l'année dernière, par exemple, tout ce qu'il y avait comme scandale en termes de violence, harcèlement, ça venait toujours des établissements scolaires publics. Pas nécessairement des établissements scolaires. Non, en majorité. Okay, vraiment en majorité. Vraiment, de façon. C'était en majorité. Ailleurs, c'était un peu simplifié. Comment faire, donc, pour cette année scolaire qui démarre, remettre l'éducation, la formation des enfants au centre des priorités, comme on le fait chez le privé. Parce qu'il y a une tenue à respecter chez le privé, il y a une discipline à respecter. Ailleurs, on voit que c'est un peu le laisser-aller. Du coup, n'importe qui peut entrer avec la drogue, entrer avec la machette, entrer avec les couteaux. Comment faire pour véritablement remettre l'éducation au centre des priorités dans ces établissements publics-là? Oh oui, moi, de notre côté, et en tant que société civile parentale, nous louons beaucoup les réformes apportées à l'éducation de base, avec les curricula mis en place, qui impliquent la contribution du parent des élèves dans les apprentissages, dans la formation de leurs enfants. Parce que les parents ont un mot à dire. Vous êtes conscient qu'aujourd'hui, les parents sont tellement occupés au point où on confie l'enfant aujourd'hui seulement à l'établissement scolaire. Quand il amène l'enfant à l'établissement, il tourne le dos, il s'occupe à ses affaires. Il faut chercher de l'argent. Et comme on les a dressés en matière d'APE, que payer seulement, bon, même comme c'est exorbitant, bon, ils rasent les murs pour payer. Et une fois qu'ils ont payé, ça c'est à la charge, n'est-ce pas, des enseignants. Vraiment, je loue les réformes faites au niveau de l'éducation de base. Vers la fin, je vais vous dire pourquoi, mais je vous dis tout simplement que tout ce que nous décrions là, l'éducation est organisée. Vous comprenez? Oui, l'éducation est organisée. Et nous interpellons tout simplement les pouvoirs publics compétents à mettre de l'accent et de la discipline. Donc, l'enseignement public ne veut pas dire le laisser aller. Vous me comprenez? Donc, c'est pour ça que nous pensons que chaque responsable impliqué dans le processus éducatif de l'élève doit vraiment jouer sa partition. D'accord. Vous savez que le système éducatif au Cameroun vise l'atteinte d'une grande qualité de l'éducation. Et pour atteindre cet objectif, il y a une répartition, une division du travail assez prononcée qui s'impose à chaque maillon de la chaîne qui intervient dans le processus de l'éducation des enfants. Et ces responsables qui constituent les maillons sont les parents d'élèves, sont les enseignants, les politiques et l'administration. Chacun doit jouer sa partition. Lorsque le parent d'élève, au moment où son enfant a déjà l'âge scolaire,
il doit l'amener à l'école, et en l'amenant à l'école, le parent a déjà donné à l'enfant certains réflexes pour qu'il s'adapte à l'école où il va partir et recevoir les enseignements formels et de qualité. Donc le parent doit donc s'acquitter de la scolarité, des frais de scolarité et de tout pour que cet enfant soit à l'aise à l'école. L'autre, l'enseignant, les textes disent que c'est lui le garant principal de la qualité de l'éducation. Un enseignant formé et de qualité doit remplir ses obligations. Ça, tel que c'est défini dans la loi d'orientation. Ces obligations sont lesquelles? Encadrer les élèves et dispenser des enseignements de qualité pour former des lauréats. C'est-à-dire que pour des meilleurs résultats. Eh bien, cet enseignant aussi doit respecter la déontologie en vigueur. C'est-à-dire que le droit de réserve et aussi le règlement intérieur de l'école. Mais vous voyez, comme vous venez de le dire, au niveau du privé, il respecte la déontologie, la discipline de l'école. Mais chez nous, dans le public, c'est comme si c'est la cour du roi Péto. Bien, l'administration doit aussi jouer sa partition. Évaluer le travail fait par les enseignants. Vous comprenez? Chacun dans son rang et titre. Et le politique ici, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où nous allons voir le nœud du problème. Le politique doit contribuer à financer les dépenses liées à la formation et à l'encadrement des jeunes scolaires, tout en veillant à la transparence dans l'allocation, n'est-ce pas, des ressources financières, matérielles et humaines, comme il vient de le dire. Tout à fait. Parce que lorsque vous affectez les gens, ressources humaines, quand vous affectez les gens, vous ne tenez pas compte des besoins ici et là. Yaoundé et Douala regorgent des enseignants, alors qu'ailleurs, on n'en a pas. À Bangwa, il n'y a pas d'enseignants. Vous voyez. Or, à chaque poste de travail, on doit avoir un agent. Vous me comprenez? Les ressources financières ne sont pas équilibrées. Il faut donner à chaque secteur selon sa compétence, selon ses besoins. Et tout ça pour que le système éducatif fonctionne à merveille et que les écoles fonctionnent bien. D'accord. Alors, quand chacun ne joue pas ce travail-là, ça pose problème. Il y a aussi un petit détail. Je ne sais pas, il faut éviter ce qu'on appelle le juge parti. Vous comprenez? Le juge parti. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple pour comprendre dans le global. Venons dans les établissements d'enseignement secondaire. Aujourd'hui, les rapports proviseurs, c'est-à-dire que enseignants et parents d'élèves, on se rend compte que les proviseurs ne s'occupent plus totalement de la pédagogie. Ils sont distraits par le business. Par le business, la gestion des fonds des parents. Et la pédagogie a un coût. Ce qui fait que la pédagogie devient comme une routine. Il n'y a plus la créativité, il n'y a plus la conception. D'accord. Voilà. Alors, Maurice, est-ce que ce n'est pas ce comportement de fonctionnaire qu'on a aujourd'hui au Cameroun, puisque les enseignants du public sont constitués les fonctionnaires? Est-ce que ce n'est pas ce laxisme-là, ce côté fonctionnaire qui fait en sorte qu'on se retrouve avec un taux de performance relativement bas dans ces établissements publics-là? Parce qu'ils vont vous dire, bon, j'attends le décret du ministre, j'attends un décret du chef de l'État. Du coup, personne ne s'implique à 100% dans la formation de qualité des enfants. Oui, c'est un peu ça. Bon, comme il parlait, ce qu'on a aussi observé dans les lycées, effectivement, les professeurs préfèrent gérer la peur que de s'occuper de la pédagogie. Donc ça aussi, l'une des raisons. Deuxièmement, il faut aussi comprendre que les lycées ne sont pas hors du Cameroun, ils sont dans l'environnement. Et nous, ce qu'on doit prendre, comme il le disait, c'est que les parents, quand nous parlons de la communauté éducative, chaque parent doit prendre en compte l'éducation de ses enfants. Parce que les parents qui envoient leurs enfants dans les écoles privées, ils mettent beaucoup d'argent. Mais ça coûte énormément cher. Bon, c'est les parents qui ne veulent pas s'engager
investir dans les enfants qui les envoient dans les lycées. Vous avez posé un autre problème, la délinquance dans les lycées. Il faut comprendre que le lycée, la notion, le recrutement, autant dans le collège missionnaire, le recrutement est strict. Dans les lycées, les bulletins, on les fabrique n'importe où. Et on les amène, ils sont en train de recruter. Peut-être il faudra que le ministère en fasse une application pour centraliser tous les bulletins. Tout à fait. On parlait justement ici sur ce plateau que nous sommes à l'ère du numérique. Ouais. Il est important de pouvoir l'exploiter. Quand on tape par exemple l'île Pidjou, qu'on puisse avoir ces résultats. Savoir sur ces résultats, on voit ces bulletins, la traçabilité. Ça, c'est un petit programme. D'accord. Alors, oui, je veux revenir dans le cas du Nord parce que quand vous voyez le Nord, le 114,3% de pauvreté au Nord a un lien avec l'enseignement, avec l'éducation. Et il faut comprendre, ce qui a tué aussi le Nord, paradoxalement, c'est la planification. Parce que pendant longtemps, on les a donné 30% dans l'administration. Et c'est leur taux réel. Parce que chez certains, quand on vous dit 15%, c'est leur région. C'est leur région qu'on dit, alors on raconte qu'ils sont pas, on parle de l'hégémonie des gens, mais quand on va donner les 15%, on calcule dans les départements. Ce qui fait que lorsque le taux de scolarité, le niveau a baissé au Nord, sur le résultat, on est venu les chercher un peu plus bas. On les a pris dans les concours, c'est-à-dire ils ont toujours fait le concours entre eux. Ils étaient sûrs que les 30% vont arriver. Pendant 40 ans, le niveau a plutôt baissé. On était sur Facebook où il y a quelqu'un a demandé à Guiba Ouattama que bon, l'école d'architecture du Togo, il n'y a aucun nordiste. Vous n'allez pas réclamer les quotas? Il dit ouais, pardon, on sait pourquoi les nordistes ne se battent pas pour faire ce concours. Pourquoi? Puisque c'est des concours qui sont difficiles. Or, on a appris les enfants à aller les chercher très bas. Il faudra faire une planification de telle façon que un nordiste peut laisser sa place. C'est-à-dire que le 10e nordiste, le 11e nordiste laisse sa place au 200e du sud. Pour qu'ils comprennent que les choses ne sont pas faciles. D'accord, c'est bien compris. Alors, pour avancer dans le débat CICE, on a quand même des établissements publics qui sortent du lot. Pour ce qui est du public, vous avez le lycée technique professionnel agricole de Yabassi, premier quand même dans l'enseignement technique avec pratiquement 89,36%. Vous avez le lycée bilingue de Bepanda ici à Douala, leader dans l'enseignement général avec près de 86,05%. Quel peut être le secret de ces établissements qui réussissent malgré l'insistance du public, du privé confessionnel à rester en tête du classement? Parce qu'on connaît un peu où est situé Bepanda, on connaît un peu où est situé le lycée bilingue de Bepanda avec tout ce que l'on sait autour de ce quartier-là. Quel peut être le secret d'un tel établissement pour se retrouver en tête du classement aussi? Écoutez, le secret, il est simple. Hein. Il y a encore des personnes dans ce pays qui aiment encore transmettre. Il y a encore des personnes dans ce pays qui aiment encore ce pays. Il y a encore des personnes dans ce pays qui aiment encore les progénitures, même si ce ne sont pas les progénitures qui sortent de leur corps. Moi, j'ai envie, avant ça, de revenir sur le business. Il n'y a pas que l'APE. Il n'y a pas que l'APE qui distrait les enseignants. Il y a aujourd'hui un phénomène que les parents souffrent en silence. Ils sont en train de nous regarder ce soir. On vous impose, vous devez acheter une rame de papier. La rame de papier dehors coûte 3 000. À l'école, ça coûte 5 000. On dit que vous achetez à l'école. On vous impose d'acheter même le papier hygiénique. Dehors, ça coûte 500. On dit que c'est 1 000 francs. On vous impose d'acheter la boîte de craie. On vous impose le seau. On vous impose le balai. Autant de choses. Les parents souffrent de ça.
plein de parents. Mais pourquoi ces parents-là ne dénoncent pas? J'ai envie de demander aujourd'hui, notamment face à vos camarades de Canal 2, est-ce que ce sont les ministères chargés d'encadrer les enseignants ou alors d'encadrer l'éducation qui s'occupent de ça ou alors qui sont complices de ça? Mais moi, j'ai vu une liste de tout ce qu'on demande qui monte à 54 000. Balais. Et quand vous avez 4 enfants dans la même école, ce n'est pas que vous achetez un seul... Pour les 4. Vous achetez pour les 4. Hein. Mais un enfant peut fréquenter avec 500 feuilles. 500 feuilles. Mais ça, c'est de l'escroquerie. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dénoncer. La deuxième chose, je ne suis pas d'accord avec mon cher aîné ami politique quand il dit que les parents ne veulent pas investir sur leur progéniture. La vie est très difficile. Ça ne va pas, c'est mauvais. Comme on dit dans les quartiers vulgairement. Le sac de riz est passé à combien? L'huile, c'est combien? Aujourd'hui, même avec 5 000, vous ne rationnez pas quand et les pensions scolaires ont augmenté dans les établissements. Les scolaires ne font qu'augmenter. Rien ne régularise, rien n'encadre, comme dans les secteurs aussi de location. Vous restez dans une maison, un an, vous payez 10 000. Du jour au lendemain, on vient vous dire que c'est 20 000. Si tu ne veux pas, tu sors. Et excusez-moi, l'étranger qui est à côté, lui, même si on demande un an, il va payer. Il faut encadrer ce pays. L'État, le pouvoir central, ceux qui sont aux affaires, ne nous encadrent pas, ne nous aiment pas. Il faut dire la vérité. Il faut vous dire la vérité. Et j'ai envie de vous dire que le cas du Septentrion, le cas du Nord, c'est vraiment triste parce que ceux qui sont aux affaires, ceux qui sont à Yaoundé, ils nous imposent l'ignorance et la pauvreté pour mieux manipuler. On va vous dire que même dans l'arrière-pays aussi, ça souffre. Il n'y a pas que le Nord, il y a même dans le Sud, il y a l'Ouest, il y a l'Est. Il y a partout, je suis d'accord, mais le cas du Nord est très spécial parce que c'est la mamelle politique. N'oubliez pas, hein. Au Nord, quand vous donnez le poulet à quelqu'un, excusez-moi, je n'insulte pas mes frères, quand vous donnez le poulet à quelqu'un, il voit ça comme de l'or. Voilà pourquoi Boko Haram est venu tromper certaines personnes dans des coins retirés avec une moto, avec un bon plat de nourriture. Mais nous décrions cela. Je l'ai rappelé tout à l'heure que le temps d'Amadou Ahidjo, on n'était pas peut-être né ou alors on était petit, mais il avait une politique où tout le monde se sentait camerounais. Tout le monde se sentait camerounais. On pouvait me prendre comme ça, on me jette, je ne sais pas, à la frontière avec le Tchad. Je suis content d'aller. Aujourd'hui, j'ai vu la ministre de l'Enseignement supérieur dit que... Secondaire, oui, autant pour moi, merci, dit que le jour de la rentrée, c'est-à-dire hier, elle devait faire une communication ça a été fait. Digital à 9h où ça devait être retransmis dans tout. Ça a été fait, mais est-ce que dans votre village, est-ce qu'à Yabassi, il y a Internet? Ceux qui sont là-bas, on fait comment? Même ici à Douala, il y a un panel, un responsable d'établissement qui était sur ce plateau hier qui a dit qu'ils n'ont pas pu suivre le discours pour problème de connexion. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ne copions pas mal. Les choses simples et basiques déjà ne sont pas faisables. On vient vous dire qu'on va avoir une conférence sur Internet. Mais ça, c'est quelque chose que nous déplorons. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dire à ceux qui nous regardent. Les efforts sont faits, les efforts sont mis du côté de l'enseignement pour qu'on encadre, pour que les choses commencent, pour que les choses soient bien faites. Mais ça ne suffit pas. Moi, je vais vous dire, les enseignants, par exemple, ceux qui nous regardent, je ne vous mens pas que si on vous dit ici le salaire d'un enseignant, prenons même seulement dans le primaire, combien il touche, c'est la honte. Et j'ai même envie de vous dire que dans ces enseignements, sur 10, combien sont intégrés? Même pas la moitié. Et j'ai envie de vous dire que, comme a dit le régional de l'éducation à l'Ouest, oh, ici tout va bien, à l'Ouest, nous on va la rentrée, ça se passe bien. Pourquoi? Parce que quand les vrais enseignants qui font des revendications, qui étaient à l'école, qui ont besoin d'être encadrés, ne sont pas encadrés, il y a des gars à côté des vacataires qui connaissent, qui sont forts en mathématiques, qui sont forts en sciences, pardon, je suis prêt à donner cours à 10 000 la semaine. Et ça, ces choses-là, tout ça, on décrit ça dans le manque d'encadrement. Pour sortir, j'ai envie de dire que tant qu'on va fonctionner comme ça, tant qu'on va continuer à être dans un capharnaüm, dans un désordre total, on ne sait pas dans ce pays qui recrute les enseignants. On ne sait pas dans ce pays qui intègre les enseignants. On ne sait pas dans ce pays qui affecte les enseignants. Mais lors de la communication gouvernementale, vous avez vu qu'il y avait le ministre des enseignements secondaires,
le ministre de la fonction publique, vous avez vu le ministre du Travail, avec toutes les personnes concernées. Lynn, autant pour moi, ça ne fait pas trop. Il faut associer Ça ne aussi fait pas trop la les société 3, civile. 4, 5 ministères qui gèrent l'enseignement. Vous êtes perdus totalement. Il faut associer. Voilà pourquoi aujourd'hui vous société retrouvez civile. que les professeurs, les proviseurs se retrouvent en politique à bagarrer avec nous parce qu'ils savent que ça, quand ils sont en politique, on va les nommer, on va les donner les postes. Il ne faut pas rire, il faut dire la vérité. Parce qu'ils savent que tant qu'ils ne sont pas en politique, ils n'auront pas de poste. Mais je dis la vérité, aujourd'hui, vous n'avez pas vu les faits, qui est là, beaucoup de professeurs sont en politique. Qu'est-ce qu'un professeur cherche en politique? Il attend que son ministre de tutelle le nomme parce qu'il parle bien du président de la République. Vous avez, Allez-y. vous avez posé la question devant tous ces problèmes-là. Oui. Pourquoi les parents ne disent rien? Eh bien, nous sommes là, une société civile parentale, qui crions chaque fois pour orienter les parents d'élèves. Nous avons mis sur pied une initiative cette année qui s'appelle la promotion de l'école publique moins chère et efficace. Mais ça reste des textes ou bien des phrases sur des bouts de papier, mais sur le terrain, c'est autre chose. Ce n'est pas l'initiative du gouvernement, c'est l'initiative d'une société civile parentale. Comme pour vous dire que même quand on donne l'impression que les parents ne réagissent pas, il y a une société civile parentale qui réagit. Alors, nous sommes en train de dire aux parents que il ne faut pas sortir pour aller marcher, pour revendiquer quoi que ce soit. Il faut réfléchir, il faut marcher dans la tête. Comment? Comment ça? Voilà. Nous avons donc mis sur pied une opération appelée consultation parentale pour une école publique moins chère et efficace. L'école publique moins chère et efficace prend en compte l'accès et le droit à l'éducation de l'enfant. Dans ce contexte, l'enfant doit aller à l'école, n'est-ce pas, et sans trop de tracasseries. Or, quand on parle de l'école publique moins chère et efficace, ça veut dire qu'il faut revoir le taux de scolarité de l'élève à la baisse. Et pour que le taux de scolarité de l'élève soit revu à la baisse, il faut automatiquement que les taux d'APE pratiqués soient réduits à un seuil souple et acceptable. Le plafond de l'APE, c'est 25 000. C'est ce que Madame a dit le 17 octobre dernier, mais ce montant reste encore élevé. Un grand business. Or, pour que ce taux soit acceptable par tous les parents d'élèves, les parents d'élèves doivent passer à un vote au niveau de chaque commune. Vous me comprenez? Au niveau de chaque commune. Donc, pour participer donc à ce vote qu'on appelle aussi un référendum, où les parents doivent se prononcer sur le oui ou le non pour une école publique moins chère, oui, ils doivent, n'est-ce pas, s'inscrire sur des listes électorales. D'accord, c'est bien compris. On va donc prendre le dernier tour de table ici pour sortir de cette thématique. Je commence par vous, Maurice. Quelle piste pour y Moi qui ai compris ce qu'on appelle la communauté éducative, elle est très active. Quand Madame Ebois est venue, elle a trouvé cette dynamique, elle a maintenu. Bon, Yabassi aussi, c'est bien. Oui. Parce que on a eu ce problème d'approche par les compétences. Bon, ils ont pu régler les problèmes de cours de telle façon que les enfants sortent étant bien avant des compétences acquises. Bon, quand Bimaki parle du Nord, il faut comprendre que Madame vient de lancer quelque chose, que les difficultés, on les doit transformer en opportunités. Dans la pauvreté? Oui, on se rend compte que... le contenu du regardez, à tous les enseignants. Nous on fait l'analyse, on se rend compte que non, les enfants aussi au sud, pendant les vacances, se battent. Ils travaillent pendant les vacances pour préparer la rentrée. La problématique, c'est dans toutes les régions. Je ne voudrais pas qu'on s'éternise seulement sur une affaire du Nord. Non, dans l'arrière-pays, tout le monde souffre. L'analyse comparative, maman, l'analyse comparative. Lorsque on dit que l'école est gratuite et que l'État ne donne pas les moyens, les parents vont prendre les professeurs les enseignants vacataires pour venir subvenir à ça. D'accord. Pour terminer, donc, bon, pour sortir maintenant, pour sortir la piste, j'ai déjà dit ça une fois. Deux choses.
L'État doit ramener les moyens qui sont partis en 2010 dans les grands travaux à l'éducation. Deuxième chose. Un inspecteur ne peut pas avoir 15 000 francs ou 50 000 francs pour se déployer dans la région. Deuxième des choses, la décentralisation. Il faut sortir le projet PASECA et l'appliquer. Alors, Cissé, comment faire pour remédier à cette situation où le public est devenu dernier de la classe? Vous savez, au Cameroun, ce ne sont pas les initiatives, autant pour moi, ce ne sont pas tout ce qu'on peut penser de positif qui manque, mais c'est ceux qui encadrent souvent ces choses-là qui le font très mal. Comment comprendre que, est-ce que vous savez que les enseignants, par exemple, qui ont corrigé le probatoire et le bac jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été payés? Peut-être ils n'ont pas été payés et on vous dit que cet argent a été débloqué. Cet argent est allé où? On n'inquiète pas ces personnes qui ont pris cet argent et ont mangé. Moi, je pense que ce qu'il faut déjà faire pour moi, personnellement, 4, 5 ministères qui s'occupent de l'éducation, c'est déjà beaucoup. Il faut vraiment qu'on essaye de résumer cela. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut que l'État comprenne que ceux qui vont continuer le processus qu'ils ont enclenché, bien que le processus est médiocre, c'est ceux-là qui vont à l'école aujourd'hui. Ne pas encadrer nos frères, nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants, c'est ne pas aimer le Cameroun de demain. Et le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, lui-même l'a dit, que le pays va être émergent à l'horizon 2035. Comment être émergent à l'horizon 2035 quand on a faim, quand on n'a pas de l'habit pour porter, quand on n'a pas de lumière, quand on n'a pas d'eau, quand au Cameroun, tous les jours, on s'enfonce. Même aujourd'hui, un pays qui avait la suffisance alimentaire, aujourd'hui, les Camerounais ont faim. C'est une honte. Moi, je pense que ceux qui nous regardent, ceux qui nous gouvernent doivent comprendre que ce pays est un grand pays. Et s'ils ne peuvent pas, la jeunesse est là. Nous le disons tous les jours. Mettez-nous aux affaires, on va vous aider, chers parents, à démontrer qu'on peut faire autrement. D'accord. Alors, Victor, on sort par là. Oui. Le constat, il est là, même si il y a quand même des lauréats dans le classement qui nous viennent des établissements publics, notamment si on a les lauréats, le meilleur du lycée bilingue de Mbanga, qui a eu le bac à pratiquement 12 ans, le plus jeune, Yann Siewe, un candidate libre, la plus vieille, 59 ans, bac A allemand. Il y a que le major reste dans l'établissement privé qui nous vient du collège Antabi avec 18 sur 20. Comment faire pour que l'année prochaine, avec un classement, qu'on puisse avoir le public en tête? Pourquoi oui, pas? Déjà, il faut suivre l'exemple du lycée de Bepanda et du lycée technique agricole de Yabassi. Que les collègues proviseurs se rapprochent de leurs collègues pour se demander comment cela s'est passé. Bien, il faut encourager les enseignants. Il faut encourager les enseignants. La loi d'orientation dit que l'enseignant est le principal garant de la qualité de l'éducation. Et pour cela, il a droit, n'est-ce pas, dans la mesure des moyens possibles, à des conditions de travail et de vie convenables. Donc, l'État doit remplir son cahier de charges. Il faut appliquer la discipline à l'école. Appliquer la discipline. Ne pas être, comment on appelle ça, fantaisiste dans ce domaine-là. Voilà. Et dans l'évaluation, vraiment, il faut tenir compte d'une moyenne pour accéder au supérieur, en classe supérieure. Pas les 9 forts, les 8 forts, les 3 forts, les 6 forts. Oui. Bon, il faut appliquer les curricula à l'école primaire et publique et maternelle. Pas seulement publique. D'accord. Parce que quand je dis le curricula là, c'est un document pédagogique vraiment qui permet, n'est-ce pas, de développer les compétences chez les enfants, n'est-ce pas, et faciliter beaucoup d'apprentissage. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. On est arrivé malheureusement au terme de cette émission. On espère que tous les conseils donnés sur ce plateau pourront... Non, s'il vous plaît. On espère donc que toutes les paroles qui ont été évoquées sur ce plateau permettront donc à l'établissement scolaire public de retrouver sa place, pourquoi pas parmi les 5 premiers lors du prochain classement de l'Office du baccalauréat au Cameroun. Maurice Ndiou
Diongo, expert en approche par compétence. Ça a toujours été un plaisir de vous inviter sur ce plateau. Victor Kala, instituteur principal de l'enseignement de base à la retraite. Merci d'avoir effectué le déplacement de Konsamba pour Douala. Et bon retour, vous nous saluez la population de Konsamba. Sissé Bamanga, homme politique, merci encore de votre disponibilité. Colin Souantua, merci pour la réalisation de ce programme. Cyril Kayak, je vous retrouve jeudi prochain avec notre thématique, puisque demain, c'est une belle dame en direct de Yaoundé qui s'installe pour le débrief de l'actualité. Janice Kamga. Mesdames, Messieurs, le journal, c'est avec Alain Sislankanga. Bonsoir.